Chapitre 11. Dédoublement d'Ivan. La forêt de l'autre côté du fleuve, qui une heure auparavant luisait sous le soleil de mai, devint trouble, ses contours s'effacèrent et se brouillèrent. L'eau s'abattait en voile compacte derrière la fenêtre. À tout instant, des filaments striaient le ciel se fracassait, la chambre du malade s'emplissait d'une lumière frissonnante, effrayante. Ivan pleurait tout bas, assis sur son lit, regardant le fleuve trouble et bouillonnant de bulles. À chaque coup de tonnerre, il poussait un petit cri plaintif et se cachait le visage dans les mains. Les feuillets qu'avait écrits Ivan étaient éparpillés par terre. Le vent les avait balayés quand il s'était engouffré dans la chambre, juste avant le début de l'orage. Les tentatives du poète pour rédiger sa déclaration à propos du terrible consultant n'avaient mené à rien. Dès que la grosse infirmière qui s'appelait Praskovia Fyodorovna lui avait donné un bout de crayon et du papier, il s'était concentré en se frottant les mains et, vite, il s'était installé à la petite table. Son début avait été assez alerte. À la milice, de la part d'Ivan Nikolaïevitch sans logis, membre du Massoli. Déclaration. Je me suis présenté hier soir avec le défunt M.A. Berlioz aux étangs du Patriarche. Et le poète s'était tout de suite troublé, surtout à cause du mot défunt. C'est vrai, ça donnait quelque chose d'absurde. Comment ça, je me suis présenté avec le défunt? Ils ne se promènent pas, les défunts. De fait, il ne manquerait plus qu'ils vous prennent pour un fou. Sur cette réflexion, Ivan Nikolaïevitch se mit à corriger ce qu'il avait écrit. Cela donna « avec M.A. Berlioz, ultérieurement défunt ». Mais cela non plus ne plaisait pas à l'auteur. Il lui fallut recourir à une troisième rédaction qui se révéla encore pire que les deux autres. Berlioz, qui est passé sous le tramway. Et alors c'est l'homonyme, le compositeur que personne ne connaissait, qui vint se greffer à l'affaire, et Ivan dut ajouter « pas le compositeur ». Après le supplice de ces deux Berlioz, Ivan avait tout rayé et avait décidé de commencer d'entrée de jeu par quelque chose de fort, pour attirer immédiatement l'attention du lecteur, et ce qu'il écrivit, c'est que le chat était monté dans le tramway, ensuite de quoi il revint à la tête coupée. La tête et les prédictions du consultant le ramenèrent à l'idée de Ponce Pilate, et pour accroître encore son pouvoir de conviction, Ivan avait décidé d'exposer intégralement le récit au sujet du procurateur depuis le moment où ce dernier, en cape blanche à doublure rouge sang, était sorti de sous le portique du palais d'Hérode. Ivan avait mis toute son application à travailler. Raturant ce qu'il avait écrit et ajoutant des mots nouveaux, il essaya même de dessiner Ponce Pilate et le chat sur ses pattes de derrière, mais les dessins non plus n'y avaient rien fait. Et plus ça allait, plus la déclaration du poète s'était embrouillée et était devenue incompréhensible. Au moment où, venu de très loin, était apparu ce nuage qui faisait peur avec ses bords fumants, où il avait recouvert la forêt et où le vent s'était mis à souffler, Ivan avait senti qu'il perdait toutes ses forces, qu'il n'arriverait jamais à venir à bout de sa déclaration. Il avait renoncé à ramasser ses feuillets éparpillés et il s'était mis à verser tout bas de grosses larmes. L'adorable infirmière Praskovia Fyodorovna, rendant visite au poète pendant l'orage, fut très inquiète de le voir pleurer, baissa le store pour que les éclairs cessent de l'effrayer, ramassa les feuillets par terre, les prit et courut chercher le médecin. Celui-ci arriva, fit une piqûre dans le bras d'Ivan et l'assura qu'il ne pleurerait plus, que tout allait passer à présent, tout changerait, tout serait oublié. Le médecin avait raison. Très vite, le bois sur l'autre rive avait repris son apparence. Il se détachait jusqu'au dernier arbre, sous un ciel lavé, jusqu'à ce bleu absolu qui avait été le sien. Le fleuve s'était calmé. L'angoisse avait commencé à céder sitôt la piqûre faite, et à présent le poète était couché tranquillement. Il regardait l'arc-en-ciel qui occupait tout l'horizon. Cela dura ainsi jusqu'au soir. Et Ivan n'avait même pas remarqué que l'arc-en-ciel avait fondu, que le ciel était devenu triste et s'était délavé, que le bois avait noirci.
Après avoir bu du lait chaud, Ivan se coucha et s'étonna de la façon dont ses pensées avaient changé. Ce chat maudit, démoniaque, il s'était comme estompé dans sa mémoire. La tête tranchée ne lui faisait plus peur et cessant d'y penser, Ivan commença à se dire qu'il n'était pas si mal que ça dans la clinique, que Stravinsky était un homme brillant, une sommité, et que c'était une chose des plus agréables que d'avoir affaire à lui. Et l'air du soir était si doux, si frais après l'orage. La maison de douleur s'endormait. Dans les couloirs paisibles, les lampes de couleur blanc mat s'étaient éteintes. Selon le règlement, elles avaient été remplacées par de petites veilleuses bleues et l'on entendait de moins en moins derrière les portes les pas prudents des infirmières sur les tapis en caoutchouc du couloir. À présent, au lit, Ivan baignait dans une douce langueur. Ses yeux passaient de la petite lampe à abat-jour qui diffusait au plafond sa lumière adoucie à la lune qui sortait du bois noir, et il conversait avec lui-même. Pourquoi finalement me suis-je mis dans un état pareil après que Berlioz s'est retrouvé sous le tramway, réfléchissait le poète. Au bout du compte qu'il aille au diable. Il était qui pour moi? Quelqu'un de ma famille? Quitte à ventiler cette question comme il faut, le résultat c'est qu'au fond, le défunt, je ne le connaissais même pas vraiment, c'est vrai. Qu'est-ce que je savais de lui? Qu'il était chauve et éloquent à faire peur. Et ensuite, citoyen, disait Ivan, poursuivant un discours qu'il adressait à Dieu sait qui, examinons encore ça. Mais pourquoi diable, expliquez-moi, m'être pris le chou au sujet de ce mystérieux consultant, ce mage et professeur à l'œil vide et noir? Et pourquoi cette poursuite imbécile en caleçon, ma petite bougie à la main, et puis ensuite ce grand n'importe quoi au restaurant? Non, 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 dit soudain durement, Dieu sait où, à l'intérieur ou au-dessus de son oreille, l'Ivan passé à l'Ivan actuel. Mais quand même que ça lui couperait la tête à Berlioz, ça, il le savait bien d'avance, non? Comment voulais-tu que je reste tranquille? Mais je pense bien, camarade, répliquait le nouvel Ivan à l'ancien Ivan, l'Ivan passé, que l'affaire sans elle souffre, même un gamin peut le comprendre. C'est un type pas banal et mystérieux à 100%. Mais c'est justement ça le plus intéressant. Un bonhomme qui a connu personnellement Ponce Pilate, qu'est-ce que vous voulez trouver de plus intéressant? Au lieu de faire ce pataquès stupide au patriarche, ça n'aurait pas été plus malin de lui demander poliment ce qui s'était passé ensuite avec Pilate et ce Hanosri qu'ils avaient arrêté. Et moi, le diable sait dans quoi je me suis lancé. Tu parles d'un événement. C'est vrai, le rédacteur en chef d'une revue qui se fait écraser. Et alors? Elle va disparaître, la revue? Bon, qu'est-ce que tu veux y faire? L'homme est mortel. Et comme ça a été dit à juste titre, mortel subitement. Eh ben, qu'il repose en paix. Ils trouveront un autre rédacteur en chef, et même, va savoir, encore plus éloquent que le premier. Il somnola un peu, et le nouvel Ivan, avec une joie méchante, demanda au vieil Ivan « Et de quoi j'ai l'air, moi, dans ce cas-là ?»« D'un con », dit très distinctement une basse, qui n'appartenait à aucun des Ivan et ressemblait à s'y méprendre à celle du consultant. Ivan qui, allez savoir pourquoi, ne s'était pas senti blessé, mais au contraire, même comme plaisamment surpris par le mot « con », eut un ricanement et s'apaisa, gagné par la somnolence. Le sommeil se glissait vers Ivan. Ivan voyait déjà un palmier au tronc pareil à une patte d'éléphant, et puis un chat passa, mais joyeux et qui ne faisait pas peur, et, bref, le sommeil allait l'engloutir là, tout de suite, quand, soudain, le grillage s'écarta silencieusement et une figure étrange surgit sur le balcon, se cachant de la lumière de la lune et menaçant Ivan du doigt. Ivan, sans la moindre frayeur, se redressa dans son lit et vit que sur le balcon, il y avait un homme. Cet homme, pressant son doigt contre ses lèvres, murmura « Chut ».